On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça donne juste une idée sur la place qu'on occupe dans le game, le style de client qu'on peut avoir, c'est qu'on ne vend pas les arachides au bord de la rue. Quand tu t'es mis avec ton collaborateur, c'était quoi la démarche pour justement trouver des clients? Je suis expérimenté, mon collègue est expérimenté, la différence c'est que nous sommes deux blacks dans la boîte. Et donc lorsqu'on arrive, on met une personne au-dessus de nous qui venait juste de terminer ses études, à peine stagiaire, sortie, et on la met au-dessus de nous pour nous diriger et elle n'arrivait pas. Sur une échelle de 0 à 10, tu définis à quel niveau dans ton processus d'obtention de ta liberté? Le premier comptable qu'on a vu pour nous accompagner dans la procédure, au lieu de nous poser les questions sur notre projet, notre business plan, notre stratégie, sa première question c'était est-ce que vous avez les papiers? On dit que les Africains ne travaillent pas assez quand ils sont en Afrique, mais quand ils vont dans d'autres pays, ils deviennent des vrais bosseurs. Je ne dis pas que c'est impossible de pouvoir le faire en Afrique. En Afrique, oui. Mais c'est compliqué. Il y a plus de barrières. Est compliqué en fait. L'écosystème, c'est compliqué. On va le faire. Le business évolue la politique, mais quand une personne qui est en train d'implanter son entreprise en Afrique veut éviter la politique africaine. Parlant des Geocard aujourd'hui, en termes de chiffres, on pèse sur combien? Vous payez sur combien? Alors, Geocard aujourd'hui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je précise le chiffre d'affaires parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet. Je vois beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs qui donnent des chiffres énormes. Et ce qu'il faut noter, c'est que le chiffre d'affaires, ce n'est pas la richesse de l'entrepreneur. Le chiffre d'affaires, c'est rien du tout. C'est tout simplement ce qu'une entreprise a vendu sur une période donnée. C'est une période donnée, oui. C'est rien du tout. D'accord. Donc, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça donne juste une idée sur la place qu'on occupe dans le game, le style de client qu'on peut avoir. C'est qu'on ne vend pas les arachides au bord de la rue. Je vois. Voilà. Donc, voilà, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En moins de 3 ans. En moins de 3 ans. Et pour toi, c'est une belle performance ou encore c'est peut mieux faire, comme on dit souvent? Je suis entré dans l'entrepreneuriat pour faire de grandes choses. Ah ouais. Je veux construire, ça a été ma vision depuis plusieurs années, depuis que je suis adolescent. Je veux construire une multinationale. C'est ça en fait, ma vision, également mon associé, c'est pareil. On veut faire de grandes choses. Donc lorsqu'on parle de multinationale, c'est pas 1 million d'euros. On parle de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je considère qu'on n'a rien fait. Je considère qu'on a encore des balbutiements. Je considère qu'on est encore au début de ce qu'on a encore. Au début du processus, à l'étape des zygotes du projet entrepreneurial. On est qu'en train de commencer en fait pour des choses plus grandes. Donc pour moi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est rien du tout pour l'instant. Tu as mon attention sur quelque chose de pertinent, sur la manière avec laquelle les entrepreneurs parlent des chiffres. Est-ce que c'est propre à certains continents ou c'est un peu c'est partout que ça se passe comme ça? C'est partout. Ok. C'est partout en fait parce que j'ai constaté que les gens veulent paraître. Ils veulent qu'on ait une image d'eux qui n'est pas réelle. Quelqu'un, si je voulais avoir une image très belle, je dirais, écoute Aston, il lui dit que je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il allait te dire, écoute Aston, je suis millionnaire. J'ai l'accepté d'abord. Enfin, c'est la même chose, mais au fond, ça ne veut pas dire la même chose. On se comprend très bien. Donc, pour moi, en fait, l'idée, c'est d'apporter de l'authenticité dans le game. De dire qu'il faut faire la nuance, en fait, sur tout ce qu'on s'est dit. Parce qu'un individu qui écoute un entrepreneur et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, s'il ne comprend pas ces réalités, il risque, en fait, d'être confronté plus tard à des réalités auxquelles il ne s'était pas préparé. Il faut dire que le chiffre d'affaires, il faut expliquer aux gens que le chiffre d'affaires, ce n'est pas ce que l'entrepreneur gagne. Et lorsque quelqu'un s'engage, il faut qu'il le sache. Voilà. Mais est-ce que ceux qui le font, c'est peut-être pas une stratégie marketing qu'ils exploitent pour attirer de l'attention sur eux, pour mieux vendre? Ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, ceux qui le font, ils vendent des formations. Ah, c'est le rapprochement que tu fais? C'est mon constat à moi. Et bien sûr, si tu veux vendre une formation, il faut bien pouvoir faire les chiffres. Il faut pouvoir, il faut pouvoir bâtir une crédibilité. Il faut pouvoir paraître. Et donc, pour pouvoir paraître, pour se bâtir une crédibilité qui n'est pas forcément vraie, il faut pouvoir donner des chiffres qui ne sont pas faux. Parce que quand il fait 1 million d'euros, il fait 1 million d'euros. Mais le problème, en fait, c'est la nuance du chiffre d'affaires. S'il fait 1 million d'euros, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est investissement, Voilà. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que c'est que tu as dans tes poches? Non, c'est pas ce que j'ai dans mes poches. Alors, tu as combien dans tes poches? C'est ça la vraie question. Donc, si on regarde donc le système, en fait, si on regarde la question dans le sens de
c'est un investissement, c'est un branding que c'est une image que tu te construis. Est-ce que c'est une chose que tu conçois ou pas? De mon point de vue, ça dépend. Ça dépend de quoi? Donc, ça dépend. Tu es d'accord ou pas? Non, ça dépend. Si tu vas vers des investisseurs, ouais. tu veux te vendre, ça je comprends. Okay. Mais si ce sont des individus qui demandent des conseils, qui veulent savoir est-ce qu'ils peuvent se lancer ou pas, ouais. Ils veulent peut-être acheter ta formation, ils veulent se lancer, je ne sais pas, sur un business. Quelqu'un vient me voir aujourd'hui, Hyacinthe, écoute, je vais faire. Bon, plusieurs personnes me voient déjà, je veux construire une boîte comme la tienne. Ouais. Est-ce que tu me conseilles? Si je commence à lui dire, ouais, écoute, vas-y, tu vas faire 1 million, écoute, c'est que je suis en train de le précipiter. Ils sont un peu le cadre des formations. Parlons d'un entrepreneur lambda qui vend un service ou qui vend un produit. Pour moi, un entrepreneur lambda, il doit dire les chiffres, il doit dire ce qui est vrai. De manière honnête. De manière honnête. Il doit être authentique. Il doit dire, écoute, au jour d'aujourd'hui, je fais 1 million de chiffre d'affaires, mais je suis en perte. Je ne fais pas de bénéfices. Est-ce qu'il n'est pas en train de rejeter les personnes qui s'intéressent plutôt à lui en ce moment-là? Mais parce qu'en fait, est-ce que tu n'as pas le profil là de l'entrepreneur qui doit être honnête? Parce que ce qu'on sait de la petite culture qu'on a, c'est que l'entrepreneur n'est pas toujours honnête. En fait, pour moi, c'est l'intention de la personne. Pourquoi est-ce que tu dirais que tu es millionnaire alors que tu n'es pas? Alors que tu n'es pas. Si, ça peut être une stratégie marketing, comme je disais. Mais c'est un mensonge. Oui, mais qui est une stratégie? Mais la stratégie, elle est orientée vers qui? C'est ça la question. Si elle est orientée pour vendre... en fait, si tu dis « je suis millionnaire », et que derrière, tu veux te servir cette crédibilité pour vendre des choses aux gens qui croient en cette crédibilité. C'est pour ça que je n'ai pas d'informations. C'est vicieux. Pas forcément le cas des formations. Je prends un exemple. Il y a un marché qui t'intéresse. Voilà, un marché avec une entreprise qui est très grande. Du coup, l'entreprise a besoin des personnes qui vont faire une proposition. Ils ont besoin d'un prestataire qui est à la hauteur du projet. Et donc, vous savez que vous êtes compétent. Vous avez l'expérience qu'il faut. Mais les chiffres que vous faites ne sont pas encore assez suffisants. Et donc, le fait peut-être de dire à cette compagnie-là que bon, vous êtes encore à 1 million d'euros de chiffre d'affaires peut être un élément qui va les décourager. Et vous savez pertinemment que ce sont les points sur lesquels ils s'attaquent. Si vous parlez par exemple de 10 millions d'euros, ils vont comprendre que bon, les gens s'y pèsent quand même lourd. Ça veut dire qu'ils ont eu à avoir plus de marché. Ça veut dire qu'ils ont eu à traiter des sujets comme les nôtres. Est-ce que dans ce moment-là, ce n'est pas une opportunité? Est-ce que ce n'est pas perçu comme étant une stratégie marketing dans ce sens-là? Je comprends très bien le sens de ta question. Voilà. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est que ce genre de propos, en fait, ça prospère sur ceux qui ne sont pas des entrepreneurs, en fait. Un entrepreneur ou bien une entreprise, surtout une entreprise, justement, si une entreprise a cette taille, ça veut dire qu'elle a des comptables, elle a toute l'expertise qu'il faut pour savoir si tu mens ou pas. Donc, les victimes, en fait, ce ne sont pas les entreprises sérieuses, ce ne sont pas les grands groupes, ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont même pas des entrepreneurs. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils connaissent tous ces éléments-là. Si aujourd'hui, je veux gagner un marché et que je dis qu'il fait 1 million, on va me demander mon bilan. On va me demander mes comptes annuels. D'accord. Ça, c'est dans mon domaine du BTP. Après, les autres domaines, la vente, je ne connais pas. Je ne connais pas comment ça se passe. Je parle de mon domaine que je maîtrise. C'est un domaine où on ne rigole pas. C'est le BTP, ce sont les bâtiments publics, ce sont les autoroutes, ce sont les ports, on ne rigole pas. Donc, dans ce domaine, si tu dis que tu fais 1 million, il faut le prouver. Tu vas le prouver. Sinon, tu ne donnes pas le marché. Après, peut-être il y a d'autres domaines où c'est plus soft. On croit aux gens sur parole. Bon, ça, je ne peux pas me prononcer. Ça peut permettre peut-être à la personne chez qui tu demandes le projet de comprendre que tu n'as pas fait. Fake it until you make it. C'est-à-dire que se bâtir une crédibilité. Après, sur ce point, je ne me prononce pas parce que ce n'est pas dans mon domaine, c'est le pragmatisme. Si tu dis que tu fais 1 million, tu le prouves. Dans les grandes entreprises, pour l'État, surtout l'État avec qui on travaille. Tu dis que tu fais 1 million, tu le prouves. Maintenant, si je le dis aux particuliers qui n'ont pas la possibilité de vérifier, je trouve que c'est vicieux. Comment ça vicieux? Je ne le fais pas. Mais est-ce qu'un entrepreneur peut être 100% honnête? En fait, c'est-à-dire ne jamais tricher, c'est-à-dire ne jamais poser des actions qui ne sont pas forcément parce que
souvent, on entend des entrepreneurs dire l'entrepreneuriat, c'est pas le voie bébé. Ce n'est pas c'est pour dire chacun protège ses intérêts. Oui. Peu importe les méthodes qu'il va exploiter. Oui. C'est à toi d'être vigilant et aussi, voilà, d'être éveillé. Alors là, on touche à la question de l'éthique. Oui. Dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. La question, c'est est-ce que l'entrepreneur doit avoir des valeurs éthiques ou pas? Si on peut dire ça comme ça. Moi, je pense que oui. Après, je ne suis pas dans tous les domaines. Peut-être j'ai la chance d'être dans un domaine qui est quadrillé. Ok. Ou voilà. Où le système t'impose. Où le système m'impose. Ouais. Ouais. Peut-être c'est parce que je suis dans un tel contexte, dans un cadre où... tu n'as même pas le choix. Je n'ai pas le choix voilà. d'être éthique et que j'ai été façonné par l'écosystème. Ouais. Peut-être c'est parce que je pense, peut-être c'est pour ça que je pense comme ça. Mais voilà, je pense que l'entrepreneur doit être éthique, surtout lorsque l'entrepreneuriat doit être éthique, surtout lorsque on veut faire de la vente. Pour moi, il faut faire de l'entrepreneuriat éthique. Après, si je ne veux pas donner des leçons aux gens, et je ne veux pas passer pour l'individu qui donne des leçons, c'est mon avis. C'est mon avis et j'ai la chance d'être dans un domaine qui m'oblige, qui m'impose le côté éthique. Tant mieux. Parce qu'en fait, quelqu'un peut tout simplement dire, OK, au lieu d'1 million, je fais 5 millions. Sachant qu'à partir de là, il va gagner un marché. Mais il va faire le marché. Est-ce qu'il est malhonnête? Je ne sais pas. À tous les cas, dans mon domaine, je ne peux pas le dire. Tu n'as même pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tout ce que je dis, je certifie. Je prouve ce que je fais. Et pour moi, en fait, mon point, c'est quoi? Mon point sur l'éthique, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas profiter de la vulnérabilité des gens. C'est mon point sur l'éthique. Ok. Comme j'ai dit, les grands groupes, ils ne sont pas vulnérables. Si tu leur dis qu'il fait 5 millions, ils te croient. Je m'en fous d'eux parce que ils ont tout le panel. Excuse-moi du terme. Ouais. Ils ont tout ce qu'il faut pour vérifier si ce que tu dis est vrai ou pas. Donc, si tu leur as dit que tu fais 5 millions, et ils t'ont cru, ça les engage. Parce qu'ils ont les moyens de pouvoir vérifier. Maintenant, un individu, prenons un individu comme moi, lambda, je navigue sur Internet et j'ai toujours voulu entreprendre. Et je tombe sur une vidéo de Yacine Dimitri qui dit qu'il est millionnaire après 3 ans d'entrepreneuriat. Et grâce à ça, je me lance dans l'entrepreneuriat, l'individu se lance dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ce n'est pas éthique. Parce qu'en fait, il y a des difficultés. C'est sur ce sujet-là que j'ai un problème. Par contre, est-ce que Yacine qui a dit qu'il fait 3 millions, qui fait des millions en 3 ans, a dit qu'il ne vit pas des difficultés? Non. Il a juste dit qu'il fait de ses millions. Non, j'ai fait miroiter à cet individu. Oui, quelque chose. Tu as parlé de ton argent, tu n'as pas parlé de tes difficultés. Oui. Est-ce que la personne n'a pas directement à comprendre qu'à côté de ces revenus-là, il y a un gros challenge, il y a des gros défis derrière? C'est quoi mon intention lorsque je lui dis je suis millionnaire? C'est de parler de toi. Non, c'est pas mon intention. De parler de toi. Non. Ou encore... Mon intention... Oui, ou encore tirer du profit derrière. Mon intention, c'est de lui dire, mec, écoute. Et c'est ce qui se passe en fait sur Internet. Je lui dis, mec, écoute. Il y a 3 ans, j'étais salarié. Comme toi. J'ai quitté mon boulot. Et 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, je suis millionnaire. C'est ça l'intention. Et c'est le côté éthique, en fait, que je mets en exergue. C'est ça l'intention. L'individu, c'est ça. Nous tous, on sait que c'est ça l'intention. Même si on trouve des arguments pour embellir. Bon, là, tu l'as bien appuyé, comme tu disais au départ, que tu parles et tu vois que ces personnes-là vendent plus d'informations. Et moi, je suis revenu sur le fait que, bon, ça peut être aussi pour montrer que tu n'as pas faim. Et que tu peux travailler sur certains projets. Et que tu peux aller dans des endroits où... J'ai compris. Où tu peux bien travailler. Même si tu n'es pas encore à ce niveau-là. J'ai très bien compris. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, si tu fais ça avec des gens qui ont la possibilité de contrôler tes propos, ils ne le contrôlent pas par négligence, ça les engage. Donc, si ce point, je nuance mon propos. Si tu fais face à quelqu'un qui a la compétence, qui a la capacité, si je veux gagner un marché public, supposons je veux gagner un marché public, et je dis à un acheteur public ou bien à l'un de mes prospects, je fais 10 millions de chiffres d'affaires. Il ne le contrôle pas. Ça veut dire que c'est la négligence, ça vient de sa part également. Donc là, moi, ce n'est pas mon débat. Mon débat, c'est lorsqu'on a fait des personnes vulnérables, il faut pouvoir les accompagner dans le bon sens. C'est ça, mon frère. Ok, si on parlais d'Internet, étant donné que c'est tellement démocratisé, tout le monde a la possibilité de prendre la parole là-dessus. Est-ce que tu penses donc qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place
pour éviter que de tels propos arrivent encore sur Internet? Non, je pense qu'il ne faut pas faire la répression. Je pense qu'Internet a apporté quelque chose qui est sacré, c'est la liberté d'expression. Ok. C'est le fait de donner la possibilité à tout le monde de parler, de dire ce qu'il veut. Donc, on ne va pas dire aujourd'hui à quelqu'un de ne pas dire qu'il est millionnaire. Bah, s'il veut dire qu'il est millionnaire, qui sommes-nous pour l'en empêcher? Donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'il faut l'empêcher de dire ce qu'il a envie de dire. Donc, il est libre de le faire. Par contre, ce qu'il faut également dire, c'est que les individus qui suivent, il faut également qu'ils connaissent la nuance. C'est pour ça qu'il faut également des personnes être assez honnête, qui sortent pour donner le côté, l'envers du décor, en fait, si tu veux. Peut-être lui donne le décor et nous on donne l'envers du décor. Donc c'est ça, en fait, il faut plus de nuances. Il ne faut pas faire la répression de la parole publique, mais il faut la nuance, il faut apporter le débat contradictoire, il faut d'autres voix, il faut des voix qui donnent le côté bling-bling, il faut également des contre-voix. Tu veux montrer que c'est chaud derrière. le côté réel, le côté réel de la chose. Donc pour moi, en fait, il faut éviter d'être dans la répression. Il faut éviter d'être dans la censure. Pour moi, il faut laisser tout le monde s'exprimer. Et pendant que les uns donnent un côté, il faut également les autres pour donner... En gros, chacun son rôle. L'autre côté. C'est ça mon avis, en fait, par rapport à ce sujet. Si on parle un peu du Cameroun, nous sommes à la veille des élections. C'est qui ton candidat? Alors, honnêtement, en 2018, j'ai voté. Je ne veux pas dire qui j'ai voté. Je regarde personnellement. Moi. Mais depuis 2018, je me suis dit, écoute, la politique au Cameroun, je la respecte, mais je la regarde de loin. Je la respecte, je regarde ce qui se passe de temps en temps. Je regarde les candidats, les différents candidats qui sont là, qui se sont prononcés déjà. Et je regarde ce que ça va donner. Donc pour moi, en fait, je préfère rester en dehors. Carrément en dehors du cadre politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'estime que c'est un cadre qui est encore très compliqué, très difficile. C'est un cadre où il y a encore beaucoup d'éléments en fait précaires, selon moi. Et je préfère rester en dehors de ça. Et c'est l'un des éléments qui me pousse à mettre plus mon énergie pour investir plus en Occident. Et je compte aussi, dans les années à venir, investir du côté de l'Amérique. Parce que j'estime que le cadre politique est plus mature. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que le business évolue à la politique. D'accord. C'est deux choses qui sont liées. Tu viens de dire toi-même, le business évolue à la politique. Mais comment une personne qui est en train d'implanter son entreprise en Afrique veut éviter la politique africaine? En fait, je ne vais pas l'éviter. Pour l'instant... Il y a un contraste. Pour l'instant, ce qui se passe en Afrique, c'est pour ça que j'ai dit, même la boîte, comme je l'ai dit, je l'ai mis pour l'instant, ce qui se passe en stand-by. Parce que, y compris le climat politique, je me suis rendu compte que c'est mon avis, il n'est pas encore assez propice pour moi également à faire davantage d'investissement de ce côté-là. Donc, ce que je veux dire en gros, c'est que le cadre politique est très important pour l'entrepreneur. J'estime qu'il est plus mature en Occident. Est-ce que ce n'est justement pas l'occasion de s'imposer là-dessus, de bien s'intéresser au sujet? Parce qu'en fait, tu ne peux pas vouloir développer une multinationale ou encore atteindre un certain niveau d'entrepreneuriat si tu ne t'impliques pas dans la politique. Et tu l'as dit, c'est complexe, c'est réel. Mais qui doit le rendre souple? Oui, je suis d'accord. C'est pas en restant en retrait que les choses vont se passer. C'est en s'impliquant. Parce qu'en fait, si aujourd'hui tu estimes que tu as fait un choix, par exemple en 2018, et que tu vois que voilà, les choses ne se passent pas bien, il faut que tu refasses un autre choix, sinon on va faire un choix à ta place. Et ça va empirer la situation. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, je sais à quel moment la politique, pour l'instant, je suis très fragile en tant qu'entrepreneur. Je sais à quel moment je vais mettre mes pieds à l'intérieur. Je suis encore très fragile pour pouvoir m'intéresser à ces sujets parce que ce sont des sujets complexes, des sujets où il ne faut pas juste s'intéresser sur la base des émotions, sur la base du racontage. Ce sont des sujets
très profonds sur lesquels, pour se prononcer, il faut prendre beaucoup de recul. Et pour l'instant, ma vision par rapport à la politique africaine, avec ce que j'ai regardé, bon, quand je dis africaine, c'est trop général. Parlons au Cameroun. Je parle du cas du Cameroun, pays dont je suis originaire. J'estime qu'il y a beaucoup de choses qui font que, selon moi, le contexte ne s'y est pas encore. Parce que le contexte ne s'y est pas. Et je suis fragile pour pouvoir changer les choses, en fait. Le but n'est pas de changer les choses, c'est de pouvoir apporter quelque chose qui changerait. Rien que le vote. Ma vision, important. Ma vision, c'est de faire de l'entrepreneuriat pour l'instant. Me fortifier. Et ensuite, lorsque je fais la politique, c'est de proposer quelque chose de clair. C'est d'avoir un entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai une stratégie. Je sais où je vais. Je sais que chaque action que je pose, je sais pourquoi je la pose. Mais en politique, au jour d'aujourd'hui, oui, je sais que c'est le mois des élections. Mais en politique, je ne suis pas un suiveur, si tu veux. À un moment donné, si je m'intéresse à un sujet, ça veut dire que j'estime qu'à ce moment, j'ai une stratégie définie. J'ai tel ou tel élément que j'ai déjà prédéfini, j'ai pensé. Et pour l'instant, en politique, que ce soit en Occident ou en Afrique, je n'ai pas encore je comprends très bien pour pouvoir m'y mettre. Par contre, vu que je suis fragile, je cherche le contexte politique qui protège ma fragilité. Je comprends très bien, mais la première action qu'un citoyen ou encore qu'une personne peut mener sur le plan politique, c'est de choisir son candidat. Je suis d'accord. Parce que si on prend... si tu évites la politique en tant qu'entrepreneur, c'est la politique qui va te faire. Non, si on prend pas. Pour le moment, c'est le cas. Si on prend l'exemple, si tu me permets, si on prend l'exemple de Cogelcam, qui a perdu pratiquement 14 milliards, tout s'explique. Des recherches que j'ai eu à faire, c'est des affaires politiques. Donc, on ne sait pas qui a fait ci, qui a fait ça, mais ça s'explique simplement par la politique. Donc, on ne sait pas ce qu'il a fait ou encore où il a merdé, mais c'est un exemple clair qui explique que si tu ne t'intéresses pas à ça, si tu ne commences pas dès maintenant à mener des actions là-dessus, c'est pas quand tu seras très grand. Et même si tu es très grand, parce que c'est des personnes qui sont très lourdes. Donc même si tu es assez grand et que tu commences à t'intéresser à ça, rien ne garantit que tu pourras vraiment faire ce que tu as envie de faire. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais pour l'exemple de Cogelcam, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. C'est toi qui m'apportes l'information tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis objectif. L'objectivité, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai une boîte qui vient d'être créée, qui est fragile. Là, c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que avec une boîte fragile, il faut être dans un contexte qui te permet de développer cette boîte et qu'elle soit forte. C'est ça la vision pour l'instant. Maintenant, si on me parle des candidats, je n'ai même pas le temps pour regarder le programme. C'est pour ça que je ne suis pas d'objectivité. Je n'ai même pas le temps. Je ne veux pas me lever un matin et dire que c'est tel mon candidat. Je suis un entrepreneur, je prends des décisions objectives. Si c'est tel mon candidat, ça veut dire que j'ai pris le temps d'étudier quel est le programme que ce candidat propose, quelle est sa stratégie, quels sont les... Je prends le temps d'étudier, en fait. Je ne prends pas les décisions sur la base des émotions. Je suis pas émotif, en fait. Je suis objectif, je suis pragmatique. À l'instant où on parle, je n'ai lu aucun programme politique d'aucun candidat au Cameroun. Est-ce que c'est normal de le faire ou de le dire en tant que Camerounais? Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas encore fait parce que pour l'instant, j'ai une autre priorité. Et je suis en train de dire, je travaille de manière échelonnée. Actuellement, j'ai une priorité, rendre forte l'entreprise qui en connaît ses balbutiements en France. Ça s'entend. Qui en connaît ses balbutiements en France. Elle en connaît ses balbutiements. Et quand on parle de politique, pareil en France où ma boîte est implantée, bien il y aura les élections également en France en 2027. Il faudrait également que je m'intéresse. Donc, de la même manière qu'il faut s'intéresser à ce au Cameroun. Donc, justement, la question, c'est si d'ici là, je n'ai pas atteint cette instabilité qui me permet de m'intéresser aux élections françaises au moment venu, même à ces élections-là, je ne pourrais pas m'intéresser. Parce que je serais... Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas mettre la charrue dans les bœufs. Il faut que j'atteigne une certaine stabilité pour pouvoir m'intéresser, pour me dire what next. En fait, justement, le programme politique d'un candidat peut être l'élément qui t'amène justement à croire en lui. Et tu peux te dire, dans les actions qu'il est en train de proposer, il fait de belles propositions pour ton domaine. Et c'est là où tu te dis, OK, là, voici quelqu'un qui mérite mon soutien.
Et au cas concret, ceux qui ont décidé de voter vont choisir pour prendre les décisions qui ne vont jamais t'aider à avancer. Je sais qu'il ne faut pas être passif en politique. Je sais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour l'instant, dans la stratégie où je suis, ça nécessite la passivité. Non, pas éviter. Ça nécessite la passivité instantanée. Ok. Non, en gros, il faut éviter et se concentrer sur le business. Non, c'est pas ce que je dis. Ok. Ce que je dis, c'est que pour l'instant, je suis passif parce que j'ai une priorité pour l'instant. D'accord. Effectivement, en 2018, je n'ai pas été passif. Par exemple, j'ai parlé des prochaines élections françaises. Où même si c'est que je n'ai pas la possibilité de voter, mais je vais m'intéresser pour voir parce que je suppose qu'en 2027, je ne serai pas toujours aussi précaire que je le suis actuellement du point de vue entrepreneurial. Et ensuite, les prochaines élections également au Cameroun, je vais m'intéresser parce que je suppose que j'aurai atteint, je ne serai plus aussi fragile. Donc, ce que je dis, c'est que je fais des priorités. Je dis, à cet instant-ci, j'ai créé une boîte. L'élection m'a trouvé dans le coup où je suis fragile. Je préfère ne pas aller dans tous les sens. Je préfère me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Ça réussit, ça marche. Ensuite, les prochaines échéances politiques, que ce soit en France ou au Cameroun, je vais m'intéresser. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec les personnes qui pensent que si tu ne t'intéresses pas à la politique ou si tu ne votes pas concrètement un candidat, il ne faut pas critiquer ou alors te plaindre du système en place? En fait, si tu ne votes pas, ça veut dire que tu as décidé, en fait, par défaut, tu as fait un choix, en fait. En gros, ne pas choisir, c'est faire un choix. Donc, en gros, si tu ne choisis pas, ça veut dire qu'en fait, tu dis aux gens, aux autres, choisissez et tout ce que vous allez décider, tu es d'accord avec? Je suis d'accord avec. Donc, c'est pareil. Je ne veux pas au jour d'aujourd'hui dire que je suis fragile, tout ça, je me concentre sur le business. Et demain, dire que les Camerounais vont choisir qui veulent être président et après, je vais ouvrir ma bouche pour dire que tel ou tel, ce n'est pas bon. Bah, ceux qui choisissent, je vais respecter. Donc, chaque peuple mérite son dirigeant. Chaque peuple mérite son dirigeant. Donc, demain, celui que les Camerounais vont choisir cette année, moi, je vais respecter. Et je vais faire avec... sans critique. Non. Je vais respecter. Bah, c'est pareil, je suis en France. C'est que les Français ont choisi. Bah, je respecte. Je lis qu'est-ce que le président actuel, qu'est-ce qu'il veut. Je lis, ok, il veut telle chose. Ok, j'ai noté. Je me conforme à ce qu'il veut. D'accord. Donc, c'est ça. Si on rejoint un peu le plan sentimental, souvent, qu'est-ce que tu recommandes de ton expérience? Quand on veut investir, quand on a de gros projets, laisser les femmes et se concentrer ou alors avoir une femme avec qui on avance? Je pense qu'il faut être accompagné. C'est l'idéal. Je pense que l'idéal, c'est d'être accompagné, d'investir en couple. Par contre, c'est très complexe. Pourquoi? Parce que ça dépend de la personne qui t'accompagne. Il y a des personnes qui, je sais, qui veulent entreprendre, mais leur compagne, elle n'est pas d'accord. Elle est intéressée par autre chose. Elle ne veut pas, elle n'est pas intéressée. Mais la réalité également, c'est que lorsqu'on commence à entreprendre sans avoir une compagne, il faut également que la compagne, lorsqu'elle nous rejoigne, qu'elle accepte également ce qu'on a pris comme décision, la direction dans laquelle on va. Donc, c'est très compliqué en fait de pouvoir donner une règle. Mais selon moi, mon avis, c'est que l'idéal, c'est d'entreprendre ensemble. Maintenant, il y a des réalités, il y a des difficultés et voilà, c'est la vie. Souvent, on dit, quand tu es pauvre, laisse tomber les femmes, il va travailler. Alors, l'homme parle de la femme ou bien les femmes? On parle de l'homme. Oui. Pour moi, je parle d'une personne qui est en couple avec sa femme. Je ne parle pas d'une personne qui, qui a les femmes, qui court derrière les femmes. Non, je ne sais pas de ça que je parle. Je parle d'un couple qui décide d'entreprendre. Si ensemble, ils décident, c'est tant mieux. Mais le problème, c'est parfois, peut-être l'homme va entreprendre et la femme n'est pas pour. Ou bien le problème, c'est lorsque l'homme est déjà entrepreneur, il se met avec une femme peut-être qui n'est pas pour. C'est là qu'il y a des complications, des difficultés. Mais si les deux, ensemble, ils décident ensemble d'aller dans l'entrepreneuriat, ils seront nécessairement plus forts que celui qui se met tout seul. Quand il dit qu'ils vont ensemble, ça ne veut pas forcément dire que la femme est associée à l'entreprise de l'homme. Qui dit qu'ils font ensemble, ça veut dire si par exemple, c'est l'homme qui décide d'avoir une carrière entrepreneuriale, derrière, il a une femme, une épouse qui le soutient, qui l'accompagne émotionnellement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter, c'est que l'entrepreneuriat, il y a énormément de pics émotionnels.
Il y a tellement de pics. Le matin, tu peux te lever, tu es au sommet. Ouais. Tu es heureux. Tu changes, ouais. À midi, tu es au plus bas du gouffre, émotionnellement. Le soir, tu es normal. Ouais. Et la nuit, parce que les mails arrivent même la nuit. La nuit, tu regardes un mail et ça te fait encore descendre au fond du gouffre. Et donc, si un homme ou bien une femme, enfin l'individu qui décide de se lancer, a autour de lui ou bien autour d'elle une personne qui le comprend bien, qui la comprend, qui l'accompagne dans ça, ce qui est sûr, c'est que la personne sera plus performante que si elle se lance soit toute seule, ou alors elle se lance avec une compagne qui s'en fout ou qui ne veut pas s'intéresser à l'entrepreneuriat. Ok, super. Et c'est quoi ton regard sur la spiritualité en Afrique? Je suis chrétien et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une spiritualité. Non. C'est une très bonne, pour moi, c'est une très bonne chose. Il faut avoir en fait une vision transcendantale selon moi. Parce qu'on a parlé d'argent. Mais selon moi, la richesse, ce n'est pas que l'argent. La richesse, c'est la santé aussi. Je suis en santé. Toi aussi, j'espère. La richesse, ce sont les relations. La richesse, c'est beaucoup de choses. Et la richesse, c'est le côté transcendantal aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a bâti la multinationale que Yassine veut bâtir? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est multimillionnaire? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la plus belle femme qu'on veut? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a tout ça? On commence à se poser des questions transcendantales. Où est-ce que je vais? C'est quoi la prochaine étape en fait? Et c'est pour ça que ceux qui ont atteint ce niveau, peut-être nous, on est encore en train de se battre pour avoir l'argent, on se débrouille et on ne voit pas encore ce côté-là. Mais il faut observer ceux qui ont atteint ce côté, ceux qui ont pu satisfaire tous leurs besoins. Il faut les observer. J'observe beaucoup les gens de la Silicon Valley. Nous sommes à l'heure de la Silicon Valley, nous sommes à l'heure de l'intelligence artificielle. L'un des objectifs de certains chercheurs actuellement à la Silicon Valley, c'est de tuer la mort. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire l'intelligence artificielle de telle manière que ton cerveau le télécharge, on cryogénise ton corps, et quand l'intelligence artificielle aura atteint un certain niveau, on pourra prendre ton corps, on remet le cerveau, et que ton cerveau a été téléchargé, tes connaissances ont été téléchargées dans l'intelligence artificielle, on remet pour que tu revives. Ils commencent en fait à penser à la dimension transcendantale. Parce qu'ils ont déjà tout. Ils sont milliardaires. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Il y a un très grand scientifique qui actuellement, il est en train de faire des expériences, lui aussi, je pense, aux États-Unis, pour ralentir le vieillissement. Parce qu'il veut rester jeune. Il ne veut pas vieillir. Il veut rester jeune. Il mange des compléments alimentaires. Il mange tellement d'éléments. Il ne veut pas vieillir. Il ne veut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça nous fait comprendre que qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, l'homme doit s'intéresser à la dimension transcendantale. Et pour moi, ça permet d'avoir une certaine assurance, une certaine tranquillité dans le quotidien, face aux difficultés de la vie et face aux défis. Donc moi, je pense que, pour revenir à ta question, la spiritualité, c'est quelque chose qui nous fait penser à la dimension transcendantale et c'est bien. Maintenant, il y a des dérives, comme dans tout domaine, bien sûr. L'entrepreneuriat dont on vient de parler, il y a des dérives. Pareil dans la spiritualité. Il y a des dérives, mais la spiritualité en elle-même, pour moi, ce n'est pas le problème. C'est peut-être les dérives qui sont autour. Justement, ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu penses que la religion, quand elle arrive en Afrique, elle apporte plus de problèmes que de solutions? Les dérives, oui. Il y a beaucoup de dérives dans la religion, d'une manière générale, pas seulement en Afrique, en Occident également. Sur tous les continents, il y a des dérives. Et en Afrique, beaucoup plus, parce qu'en fait, ça vient trouver des personnes qui sont plus vulnérables. Et ces personnes-là n'arrivent pas à faire la nuance entre le côté transcendantal dont je viens de parler et la vie réelle au quotidien. C'est-à-dire de manière concrète. Quelqu'un, au lieu de se lever pour aller bosser, pour manger, il va vouloir prier pour manger. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut bosser. Si tu veux manger, il faut te lever, tu peux pas travailler. En fait, c'est qu'en Afrique, malheureusement, étant donné que, bon, dans certains pays africains, les gens sont plus vulnérables qu'en Occident. Ils ont cette tendance à mélanger les choses.
au lieu de prendre la spiritualité dans le côté transcendantal, comme je l'ai pensé, c'est quoi ma vie après? Après tout ça, après que j'ai bâti une multinationale, après que j'ai eu tout ce que j'ai voulu, après ça, c'est quoi? What next? Au lieu de voir la spiritualité dans cette dimension-là, eux, c'est plutôt la spiritualité qui va résoudre le problème du quotidien. Je veux une voiture, c'est la prière, ou bien c'est la spiritualité qui va me donner la voiture. C'est ça, en fait. On mélange les choses. C'est à ce niveau-là que je parle des dérives. En fait, il faut pouvoir faire la part des choses. La spiritualité pour la spiritualité, où il faut bosser, où il faut être discipliné, il faut être discipliné, chaque chose à sa place. D'accord, super. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Je pense que tu as apporté beaucoup de valeur à nos auditeurs et à ceux qui regardent ce podcast. Donc, encore merci. Merci également. Bon, l'équipe, avant ça, est-ce que tu as un message à passer aux jeunes qui veulent entreprendre? Ce que je peux dire aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est que c'est une bonne chose. C'est un très bon parcours. Chaque jour, j'aime ce que je fais. Je suis excité, en fait, de me lever le matin pour faire ce que je fais parce que j'avance. Mais la réalité, c'est qu'il y aura des défis. Il y aura des difficultés. Il faut être préparé. C'est un bon parcours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que rien de bon ne vient facilement. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, mais il y a des défis. Il faut être préparé à faire face à ces défis. Super. Bon, l'équipe, vous l'avez entendu, c'était M. Hyacinthe, entrepreneur, étudiant étranger, bref, qui a eu tout un parcours et qui aujourd'hui avance petit à petit pour réaliser ses projets. Il veut bien ouvrir ou encore atteindre ce niveau de multinational. Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci.